changer le monde dans de bonnes ondes. Suivez le flow pour rester à flot. Ici c'est Kat, bienvenue dans notre monde, le nôtre, mais en mieux. Je vous dis à tout de suite. Aujourd'hui, j'ai invité un passager à bord, le docteur Pierre Hertz, avec qui je suis ravie de partager ce voyage et heureuse de retrouver après 22 ans de non-contact. Entre le contexte actuel international, nos contextes actuels professionnels et les réseaux sociaux, les synchronicités ont bien fait les choses. Pierre a 40 ans. Il est médecin spécialisé en santé publique, complément de formation à Paris-Dauphine en économie, management et gestion des systèmes de santé et à Sciences Po en gestion et politique de santé. Il est d'origine française et travaille et vit au Luxembourg depuis 7 ans avec sa famille. Actuellement, Pierre est membre de direction à la Caisse nationale de santé du Luxembourg, l'équivalence de notre sécurité sociale en France. Sur la demande de la ministre de la Santé du Luxembourg, il a intégré la cellule de crise Covid-19 depuis le 19 mars 2020, suite à la mise en place du confinement. Il est en charge de la coordination des soins primaires, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors des hôpitaux et des maisons de soins. Maisons de soins au Luxembourg, ce sont les EHPAD en France. Cela comprend donc les cabinets médicaux, l'ensemble des autres professions de santé hors hôpital, les pharmacies, les laboratoires et les maisons médicales, lesquelles ont depuis évolué en centres de soins avancés. Pierre va nous expliquer avec humilité, éthique, conscience et professionnalisme comment il est parvenu à gérer la situation Covid-19 à son niveau et nous donner ses clés pour ne pas se laisser submerger par les situations d'urgence. Allez, parez au décollage! Bonjour Pierre. Bonjour Kathleen. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce voyage dans notre monde. Nous allons rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Replaçons-nous dans le contexte du coronavirus au Luxembourg. Et dans ce contexte, peux-tu nous expliquer ce que tu as mis en place avec ton équipe pour gérer la pandémie à ton niveau? Comment vous vous êtes organisé et en combien de temps? Eh bien, j'ai été appelé par la ministre de la Santé le 18 mars pour intégrer la cellule de crise qui avait pour objectif de gérer l'épidémie au niveau du Luxembourg. Et on m'a confié la coordination d'un groupe de travail qui avait comme principal sujet l'organisation des soins primaires. Les soins primaires, c'est finalement tous les soins qui sont faits en dehors de l'hôpital et en dehors des maisons de soins ou des maisons de retraite ou les EHPAD en France, par exemple. Ça veut dire donc la médecine générale, les spécialistes libéraux en cabinet, les médecins dentistes et tous les autres professionnels de santé qui sont hors hôpital, c'est-à-dire les infirmières, les sages-femmes, les orthophonistes, etc. Alors, ce que nous avons fait, c'est que très rapidement, en lien avec les professionnels de santé, on a constaté que leur cabinet n'allait pas être adapté pour pouvoir accueillir des patients qui potentiellement pourraient avoir une infection de Covid-19 et que si on maintenait les organisations telles qu'elles étaient, eh bien, on allait aggraver la crise puisqu'on allait contaminer des patients qui avaient un autre problème de santé. Donc, on a pris immédiatement la décision de fermer les cabinets, tous, et de réorganiser complètement le système de soins primaires. Pour ce faire, on a mis en place des centres de soins avancés. C'est des grosses structures qu'on a fait en réquisitionnant des halls d'exposition ou des halls sportifs dans lesquels on a mis en place un certain nombre de tentes militaires ou de tentes de la protection civile avec une organisation pour les patients en deux flux, c'est-à-dire un flux pour les patients
soit avec une maladie, une infection au Covid-19 qui était déjà connue, soit une suspicion d'infection, puis un autre flux pour les patients qui avaient un autre problème de santé. Et donc, à l'entrée de ces 4 centres, de ces 4 CSA, comme on les a appelés au Luxembourg, centres de soins avancés, on a donc un tri qui permet, sur base d'un interrogatoire du patient et de la prise de température, de l'orienter dans une des 2 filières, et ensuite d'assurer sa prise en charge. Alors une étape administrative, une étape avec une infirmière, puis ensuite un médecin, et si besoin est, un centre de prélèvement, un point de prélèvement avec un préleveur qui est rattaché à un laboratoire et qui fait donc un prélèvement nasopharyngé pour permettre ensuite le test PCR pour poser ou non le diagnostic de Covid-19. Vous avez mis combien de temps du coup pour organiser tous ces nouveaux protocoles de soins? Ça a été extrêmement rapide et je crois que c'est la grande surprise positive pour tout le monde, puisque nous avons fait le bilan de la mauvaise adaptation du système actuel à cette épidémie. On l'a fait le jeudi 19. Le vendredi 20 au matin, on a pris la décision de créer ces 4 CSA. Et le lundi à 14h, donc on est 3 jours plus tard, à 14h on ouvrait le premier, le lendemain le deuxième et ainsi de suite. Et on avait donc ouvert nos 4 centres en moins d'une semaine, qui nous a permis d'accueillir au jour d'aujourd'hui à peu près 8000 patients dans ces centres. Alors 8000 patients, ça paraît à la fois beaucoup et à la fois peu, sachant qu'on est allé jusqu'au pic de l'épidémie qui n'a pas été très élevé, fort heureusement, au Luxembourg, mais on est allé jusqu'à 170 personnes dans un centre, dans un seul centre, et ce qui fait quand même 170 personnes en moins pour un hôpital. C'est important de le souligner parce que 170 personnes en moins pour un hôpital, ça correspond exactement à l'objectif qu'on s'était fixé, qui était de ne pas se retrouver dans des situations similaires à ce que l'on avait pu observer en Italie ou en Espagne. C'est-à-dire que tous les cabinets médicaux avaient dû fermer pour les mêmes raisons que celles que nous, on avait eues au Luxembourg. Et du coup, les patients qui étaient soit malades, quel que soit leur problème de santé, se dirigeaient vers l'hôpital. Il a créé un engorgement des services d'urgence qui eux aussi ne sont pas adaptés, donc il faut leur créer un tas de structures externes à l'hôpital en amont pour pouvoir drainer les patients. Et nous, on a souhaité, avec les professionnels, avec les urgentistes des hôpitaux, éviter ce phénomène d'engorgement. Et donc, je peux dire que nous avons finalement atteint l'objectif que nous nous étions collectivement fixés. Parce que finalement, votre réactivité a permis justement de ne pas engorger les hôpitaux. Il faut vraiment faire preuve d'une belle synergie, enfin un beau travail d'équipe pour arriver à une telle réactivité. C'est un vrai travail d'équipe, mais c'est aussi rendu possible avec un soutien politique fort. C'est la chance que nous avons eue au Luxembourg, c'est que dès le mois de février, alors que finalement on pouvait encore penser que les pays d'Europe seraient épargnés par cette épidémie, le gouvernement luxembourgeois, sous la direction de son Premier ministre, Xavier Bettel, a pris la décision de se préparer à cette crise avec différents plans pour pouvoir réagir. C'est comme ça qu'on a eu tout un tas de commandes de matériel qui ont été faites et puis que dès que nous avons pu faire, dans la continuité, dès que nous avons pu faire ce type de proposition qui, à cette époque-là, pouvait paraître un peu folle, parce qu'on était encore au tout début de la crise. Le 19 mars, le pic a été atteint vers le 5 avril. Eh bien, nous avons eu un go et un soutien immédiat avec la mise à disposition de tous les moyens de l'État et des communes et des entreprises, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées. D'accord. Vous aviez en fait, même en amont, pensé à plusieurs scénarios différents pour pouvoir justement mieux vous adapter à une potentielle situation ou pas? Ou en fait vous êtes parti juste dans une direction? À mon niveau, dans mon équipe, nous
nous n'avons envisagé qu'un seul scénario. C'était celui du pire. Partant du principe que qui peut le plus peut le moins, on a donc immédiatement prévu et dimensionné nos CSA pour pouvoir réaliser jusqu'à 40 consultations en simultané, ce qui nous permettait d'accueillir avec un rythme de fonctionnement sur ces 40 consultations, ce qui est quand même important, 40 généralistes qui font de la consultation à la chaîne, entre 1500 et 3000 patients à la journée. Pour mémoire, le Luxembourg, c'est 620 000 habitants, donc 3000 patients, ça représente quand même une belle proportion du pays. Je ne sais pas si le gouvernement a envisagé plusieurs stratégies. Ce que je peux en dire aujourd'hui, c'est qu'il est clair qu'à mon sens, ils ont, dans les différents scénarios possibles, très clairement envisagé celui du pire. C'est pour ça qu'on a eu dès le début la commande d'un hôpital de l'OTAN qu'ils ont pris en disponibilité. Je ne connais pas les modalités précises. C'est pour ça qu'on a un hôpital de 100 lits supplémentaires de l'OTAN qui est monté à côté d'un autre hôpital, et également la mise à disposition de tentes d'hospitalisation. Alors là, c'est pas vraiment un hôpital, mais c'est des structures qui permettent d'accueillir des patients. Et puis on avait encore d'autres, ça c'est ce qui a été concrètement monté, et on a encore d'autres dispositifs qui sont prêts, qui avaient été commandés et qui n'ont pas été utilisés. Fort heureusement, on peut s'en réjouir, mais qui sont toujours là, qui sont toujours prêts si jamais on devait avoir, que ce soit dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, parce que la période de vacances va inévitablement générer des mouvements de population, et ensuite la reprise des écoles font qu'on peut s'attendre à ce moment-là à avoir à nouveau une hausse de cas malades. À t'écouter parler, j'ai l'impression que votre véritable force, c'est une étroite collaboration et coordination entre le gouvernement et vous aussi, les équipes du terrain. C'est assez une force au Luxembourg, c'est probablement lié aussi à la taille, qui fait que beaucoup de monde se connaît. Habituellement, on dit tout le monde connaît tout le monde. Je pense que c'est plutôt beaucoup de monde se connaît. C'est aussi ce qui fait que les membres du gouvernement sont issus de la population directement et pas, j'ai envie de dire, pas d'une élite. Ce qui, du coup, les rend beaucoup plus sensibles. Oui, c'est un vrai travail d'équipe, en fait. Voilà, on en arrive après à un vrai travail d'équipe, à une vraie proximité. Dans la cellule de crise, par exemple, nous avions la présence systématique de la ministre de la Santé. Le Premier ministre s'est régulièrement rendu dans les locaux du ministère de la Santé pour voir comment ça fonctionnait et qu'est-ce qui se passait. J'ai été très surpris lorsque le Premier ministre est venu visiter ces jours derniers un CSA, remercier les gens qui y avaient collaboré, de voir qu'en fait, dans ces questions, il était en fait au courant très précisément des différents choix que nous avions faits dans l'organisation et des diverses problématiques que nous avions pu rencontrer au cours de la mise en œuvre, des problématiques d'ordre logistique, d'approvisionnement en matériel, etc. Oui, il était pleinement impliqué. Il était complètement impliqué, et c'est cette réelle proximité qui finalement fait que nous avons pu collectivement appréhender le mieux possible cette crise. Je ne dis pas que c'est ça nécessairement qui en fait la réussite, que je crois que la réussite dans la gestion, c'est aussi l'anticipation, puisque maintenant, quand on analyse les courbes statistiques, c'est toujours plus facile de le faire après que de le faire avant. Complètement. Il n'y a rien de la maladie, et on se rend compte qu'à quelques jours près, nous aurions pu avoir une catastrophe sanitaire. Et quelques jours près, c'est pas grand-chose. Si le confinement avait été décrété 4 à 6 jours plus tard, nous estimons qu'aujourd'hui, au Luxembourg, nous ne serions pas dans la même situation, nos réanimations auraient été débordées et on serait à plus de 600 ou 800 morts. Il fait, pour vous donner un ordre de grandeur, à l'échelle de la France, entre 60 et 80 000 morts. Partant de cette situation de pandémie, est-ce que tu pourrais nous donner du coup tes clés
ou les points essentiels, les points clés essentiels pour bien gérer une situation de crise, peu importe sa nature. Parce que bon, là, c'est une situation de crise effectivement nationale, internationale. Mais je pense que des situations de crise, tout le monde en vit dans sa vie, que ce soit au niveau familial, professionnel, entrepreneurial. Et je pense que ce qu'on peut aussi retirer de cette crise, justement, ce sont des clés qui pourront peut-être nous servir aussi à plus petite échelle. Même si, rappelons-le, il n'y a pas de vérité absolue, cela peut juste rester des outils utiles par la suite. Oui, bien sûr, c'est pas des théories que je peux vous présenter ici. C'est des petits trucs que j'utilise personnellement et qui me permettent de m'adapter. Parce que c'est bien ça la question lors d'une crise. C'est de la traverser, bien sûr, c'est d'essayer d'en sortir par le haut, mais surtout d'essayer d'en sortir. Et pour en sortir, il faut s'adapter. Personnellement, lors de toute situation complexe, on peut appeler dans un certain nombre de cas une crise, la première démarche consiste à avoir une prise de recul. Certains disent du recul, d'autres diront prendre de la hauteur, peu importe. L'idée, c'est d'essayer d'avoir une vision générale de la situation, de façon à pouvoir prendre les meilleures décisions qui sont à prendre. Il y a une deuxième étape, c'est de séparer très clairement les faits et les émotions. Tout simplement parce que je crois qu'il est plus facile d'analyser des faits et de trancher sur les décisions que l'on peut avoir à prendre si l'on n'est pas perturbé par ces émotions qui peuvent être notre pire ennemi dans un certain nombre de cas. C'est en fait la gestion du stress. Parce que une gestion du stress permet aussi un meilleur discernement. Enfin, quand on est embrasé par les émotions, c'est vrai que c'est difficile de rester la tête froide. Oui, tout à fait. Alors, c'est la gestion du stress, mais pas seulement. Parce que quand on est dans une situation de crise, et quand on est en gestion de crise, le stress peut avoir un effet positif. Mais il faut faire la différence entre que j'appellerais le bon stress et le mauvais stress. C'est-à-dire le stress qui est généré par la peur, par l'angoisse ou toute autre forme de sentiments qui sont typiquement personnels, internes, intérieurs, ça va pas nous aider à gérer la crise. Par contre, le stress, la poussée d'adrénaline qui fait que on va être en capacité de rester éveillé, d'agir plus vite, de se battre, ça c'est du bon stress et celui-là on en a besoin. Donc il faut vraiment, je l'aurais dit encore une fois, mettre d'un côté les éléments factuels, les faits, et d'un autre côté tout ce qui est l'émotionnel, l'émotivité, parce que on ne gère pas bien dans l'émotion. Ensuite, ce qui est important, c'est au cours de la crise, définir l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut? Comment est-ce qu'on veut en sortir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc une bonne compréhension de la situation et des enjeux, en fait. Oui, absolument. Ensuite, les moyens. Qu'est-ce que j'ai à disposition? Qu'est-ce que je peux faire? À quoi est-ce que je peux recourir? Et puis enfin, le délai. Dans quel timing je dois être en capacité de sortir de la crise? Si je reprends notre exemple avec la mise en place des CSA, le timing était extrêmement court, puisque quand on voyait le nombre de nouveaux cas tous les jours, on a très vite compris que nous n'avions pas 2 semaines pour mettre en place ce type de structure. On comptait en nombre de jours, en nombre d'heures. Et on a eu un week-end où toutes les équipes ont travaillé jour et nuit pour permettre d'aboutir à cela. Quand on dit jour et nuit, c'est vraiment ça, puisque les tentes ont terminé d'être montées vers 2 heures du matin par les moyens de l'armée. Donc voilà, un objectif, des moyens et un délai, un timing. Et dans ce cas-là, une volonté commune de tendre vers le même objectif. Il faut que tout le monde soit quand même ensemble, là, pour le coup. Exactement. Ça, c'est l'étape d'après. Une fois qu'on a déterminé nos moyens, dans les moyens, il y a des moyens humains. Et ces moyens humains, si on ne les fait pas aller dans la même direction, finalement, ils ne vont pas nous servir à grand-chose. Donc, il est essentiel de les fédérer, de rassembler, de motiver l'ensemble des équipes et de les guider vers l'objectif. Avoir une bonne communication quand tu as une équipe, parce que
Enfin, voilà, pour mener bien ces troupes, il faut quand même qu'il y ait une communication transparente et qui soit fluide, que les gens se fassent confiance. Alors c'est une communication de crise et c'est pas la communication que j'adapterais dans le cadre d'un management au quotidien lorsque finalement on n'a pas de crise. La communication dans ces moments-là, elle est très directive, on enlève toute fioriture, tout édulcorant et on va directement à l'essentiel parce qu'on n'a pas le temps, parce que le reste c'est du superflu. Beaucoup de personnes l'acceptent, un certain nombre de personnes ne l'acceptent pas et éprouvent le besoin de rediscuter chaque consigne et chaque choix qui aurait été fait. Je pense qu'il faut essayer, autant que faire se peut, de ne pas s'entourer de ce genre de personnes lorsque l'on doit gérer une crise. Imaginons une situation de crise plus familiale, je pense qu'une bonne communication, par contre, là, est nécessaire. Là, c'est parce que vraiment, tu parles d'une situation de crise dans un cas comme celui du Covid. Ça dépend de la crise. Ça dépend de la crise. Je pense que même dans le cercle de la vie privée, ce n'est pas nécessaire d'associer tout le monde à la gestion de la crise. Même dans un cercle familial. Alors, bien évidemment, lorsque la cellule familiale regroupe 3 personnes, c'est compliqué de dire on n'en prend que 2 ou on fait ça tout seul. Ou voilà. C'est un peu plus compliqué, c'est certain. Mais même dans un cercle privé sur une gestion de crise, on doit pouvoir, si on veut la gérer du mieux possible, s'entourer des personnes sur lesquelles on pourra compter. Parce qu'il est important dans ce type de situation de laisser la polémique de côté. Il faut que les proches, ceux qui se retrouvent à gérer la crise, ne rentrent pas dans ce jeu de la polémique. Il faut vraiment le laisser aux autres, à tous ceux qui en ont le temps, à ceux qui, en s'exprimant ainsi, peuvent justifier ou extérioriser leur peur, peuvent ainsi expliquer qu'ils ne sont pas dans un souhait de collaboration ou qu'ils ne veulent pas s'impliquer parce que la peur, c'est un des sentiments, une des émotions qui est nuisible. Ça, c'est clair. Donc il faut laisser une part à la polémique, mais il faut la mettre en dehors. Il faut désamorcer les conflits, de toute façon. Parce que je pense que ça peut s'amplifier énormément quand justement il y a crise, parce que effectivement peut y avoir émotion et stress. Donc je pense que celui qui garde la tête froide doit mettre en place des actions pour justement désamorcer les conflits. Sinon, bonjour les dégâts. Tu parles de polémique. On sait que la polémique peut généralement envenimer une situation, que ce soit d'ailleurs au niveau personnel ou professionnel. Au lieu d'aider à résoudre une situation, généralement, la plombe. Oui, alors je ne vais pas rentrer dans l'exemple de crise conjugale, mais dans toutes les crises hors cellule familiale, en général, les plus grands polémiques sont ceux qui n'ont pas été impliqués, à tort ou à raison d'ailleurs. Et on peut du coup aussi s'interroger sur les motivations de la polémique. Des fois, elles peuvent être justifiées. Il y a des éléments qui permettent d'objectiver une mauvaise gestion de crise. Ça arrive. Mais des fois, on a l'impression que la polémique est un moyen de réexister alors que les projecteurs s'étaient plutôt braqués sur d'autres personnes et lancer des polémiques permet alors de réexister et de reprendre sa place en préparant l'après-crise. Oui, l'après-crise. C'est ça aussi. Oui, l'après-crise. Mais je crois que dans toute crise, il faut accepter la critique. Mais si possible, il faut la remettre pour après la crise. Parce que ceux qui sont dans la gestion de la crise ne peuvent pas, c'est extrêmement prenant et c'est consommateur d'énormément d'énergie de gérer une crise, surtout de cette ampleur. Complètement, oui. On le voit, tous les gouvernements dans tous les pays qui gèrent ces crises, que l'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord avec la manière dont ils le font avec une mobilisation extrême. Donc, je pense qu'il faut respecter cette mobilisation, les laisser faire. Peut-être qu'ils font pas les bons choix, ou en tout cas c'est ce que l'on pense depuis chez soi. Mais je crois qu'il faut quand même les laisser continuer à travailler si on veut espérer avoir une meilleure sortie de la
Je dis pas qu'il faut se réduire au silence et qu'il faut garder ses critiques pour soi-même. Non, il faut les garder pour après la crise. Si on en a, il y a vraiment des choses qui sont mal passées et des choses qu'il faut dire. Mais il faut savoir observer un silence et finalement faire consensus, faire bloc autour des décideurs pour leur permettre de gérer au mieux ces situations-là. Il faut aussi peut-être se dire, est-ce qu'on a tous les tenants et les aboutissants pour poser un avis ferme et définitif sur une situation aussi. Je pense qu'il y a ça aussi. Oui, exactement. Finalement, quand on juge les décisions qui sont prises par son chef de gouvernement, par des ministres, par des députés, par des acteurs d'une cellule de crise, chacun va voir midi à sa porte. Et on va donc voir son intérêt personnel, alors que la gestion de crise est plutôt sur un intérêt général. Bien évidemment, il y a des gens qui ont estimé qu'ils ont perdu. Alors ça peut être de l'argent, ça peut être une situation, une entreprise, effectivement. Et c'est triste et c'est dramatique. Mais il faut regarder ce que les décisions d'ordre général ont permis d'un point de vue général. Tout à l'heure, justement, penser à l'après pendant la crise, c'est nécessaire, non ? Oui, c'est aussi une des étapes primordiales lorsqu'on est dans la gestion de crise. Donc il faut gérer le présent et le futur, en fait. Hein. Oui, alors il faut gérer le présent, il faut gérer la crise, il faut se gérer soi-même aussi. C'est-à-dire qu'il est essentiel de savoir se préserver, peut-être de savoir faire une pause. Ça ne veut pas dire partir en vacances 15 jours. Ça veut dire se prendre 2 heures, se prendre 3 heures à un moment pour faire une pause, couper son téléphone, se mettre complètement en retrait pour se vider la tête, pour revenir encore plus fort après, pour pouvoir remettre de l'énergie dedans. On a besoin dans ces situations-là de faire une pause. Parce que, je l'ai dit, c'est épuisant, c'est énergivore. Il est essentiel aussi de prévoir l'après, parce que lorsque la crise va s'arrêter, c'est tout qui va s'arrêter. Et on passe d'une situation de mobilisation intense de son esprit, de son organisme, de son temps, de tout, à une étape de grand vide. Et ça doit se préparer. Alors soit on est en capacité de le gérer soi-même et de s'y préparer, soit on peut aussi essayer de se faire accompagner. Il y a des psychologues qui sont spécialisés dans l'accompagnement des acteurs de gestion de crise pour leur permettre de se préparer à ça. Ça ne veut pas dire aller faire des séances de psychothérapie pendant 1 heure tous les jours. C'est simplement des petits échanges, des petits moments très courts qui permettent de préparer l'atterrissage. Parce qu'un atterrissage mal préparé, c'est comme arriver avec un avion sans avoir amorcé sa descente d'atterrissage et sans avoir sorti le train d'atterrissage. Ça peut être violent quand on arrive sur le tarmac. Si on arrive sur le tarmac, vous pouvez aussi vous prendre le champ de terre. Restons positifs. Vois-tu des choses à rajouter justement dans les points clés essentiels pour gérer une situation de crise ? Je crois qu'on a bien fait le tour. Après, c'est à chacun de s'approprier ces différents moyens. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de se dire que on n'est pas forcément en capacité de faire de la gestion de crise. C'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose qui peut s'apprendre, qui peut être plus ou moins inné, mais je pense que tout le monde n'est pas en capacité de le faire. Et c'est aussi être un acteur de la situation de crise que d'être capable de dire je ne me sens pas les capacités de prendre le lead ou de me mettre en responsabilité sur cette gestion de crise. Je peux être un acteur collaboratif et pas un acteur décideur, un acteur qui va emmener tout le monde. Après, il y a besoin de tout le monde dans ces situations-là. Et de toute façon, j'ai envie de dire, pour encore mieux gérer une situation de crise,
mieux vaut l'avoir déjà vécu. Oui, c'est la première qui en général pas forcément la plus difficile parce que on peut avoir des crises qui sont très très intenses à gérer, mais souvent la première sur un temps personnel est assez compliquée parce que c'est une totale découverte. Oui, tout à fait. Mais dans une situation de crise, surtout dans une situation comme celle que l'on vient de vivre avec cette pandémie, où finalement on ne savait pas grand-chose, une des premières qualités des décideurs, je pense, ça restera toujours l'humilité, accepter qu'on ne sait pas tout, accepter qu'on va prendre des décisions qui sont finalement des paris sur l'avenir. Mm-hmm. Et c'est aussi ça qui n'est pas forcément compris de la part de l'ensemble des concitoyens ou de la part des patients, mais comment est-ce que c'est possible qu'on prenne une décision sans avoir toutes les informations? Oui, mais à un moment, il faut avoir le courage de décider pour avancer, parce que quand on saura, il sera trop tard. Ouais. Donc il faut anticiper. C'est vraiment le maître mot, anticiper et faire preuve de réactivité. Enfin, on est vraiment sur ces items. Mais c'est complètement dans le thème de ce podcast. On est sur mieux vaut prévenir que guérir. Il vaut mieux anticiper plutôt que de ramasser les pots cassés. Tout à fait. Et prévenir comme on peut avec les outils que l'on a à notre disposition et les connaissances que l'on a à ce moment-là aussi, parce que faut aussi se dire une chose, c'est qu'en temps de crise, on apprend aussi beaucoup sur nous, sur une systémique, on est en phase d'apprentissage, on expérimente, donc on évolue si tant est qu'on veuille bien le voir de cette manière-là. Exactement. Merci beaucoup Pierre pour ton intervention et merci surtout d'avoir pris le temps de nous transmettre ces outils précieux qui pourront nous servir à tous à l'avenir, je pense. Je t'envoie plein d'énergie positive et de courage pour les semaines à venir. Prends bien soin de toi, Pierre. À bientôt. Merci beaucoup, Kathleen, et à bientôt. Alors, ici et maintenant, ou à l'avenir, prenons d'abord nos précautions, gérons ensuite nos émotions, prenons du recul pour une meilleure gestion et plus de polémiques pour ne plus tourner en rond. Et nous aurons presque tout bon. Je dis presque parce qu'il ne faut jamais oublier que chaque cas est particulier. Retrouvez les infos et les liens utiles sur le blog de Notre Monde sur www.catcreate.fr et sur Instagram sur catcreate9. Notre Monde, ce sont des épisodes simples à écouter, des émissions rythmées pour mieux se les approprier et pour mieux les utiliser. N'oubliez pas de vous abonner, de noter les épisodes et de les partager. Vous aiderez ainsi Notre Monde à lui donner une plus grande visibilité sur les ondes. Merci à vous et à bientôt.